Avant même de lancer cette émission, croyez-moi, j'ai tourné en rond, longtemps. Le doute m'a habité, encore et encore. Pourquoi? Parce que quand on met les pieds dans un sujet explosif, qu'on s'attaque à une affaire entachée d'injustices flagrantes, disparition mystérieuse, détention brutale, privation de liberté sans justification, on marche forcément sur des braises. Il y a toujours des voix, même parmi nos contacts les plus fiables, pour nous murmurer avec insistance « Attention à ce que tu t'apprêtes à dire. Tu pourrais aggraver la situation de celui que tu veux justement défendre. » On culpabilise presque. On t'intime de te taire au nom d'une prudence hypocrite. Mais voilà, dans le cas de Jules Salama, économiste reconnu, il n'y a plus de place pour le silence, pas depuis le tout début. Dès l'instant où nous avons levé le voile sur ce qu'on appelle pudiquement une disparition, nous savions. Ce n'était pas une disparition, c'était un rapt. Oui, un enlèvement pur et simple orchestré par les services de sécurité. Et après cela, sans surprise, garde à vue, détention prolongée. Un scénario bien rodé. Le 26 janvier 2026 restera gravé dans nos archives. C'est ce jour-là, et pas un autre, que nous avons brisé le silence en toute urgence. Nous avons été les tout premiers à sonner l'alerte. Un économiste venait de disparaître à Alger, peu après avoir osé égratigner le sacro-saint projet RAY, ce mastodonte économique qu'on n'a pas le droit de contester. Hier encore, nous avons consacré une émission entière à cette affaire brûlante pour revenir sur le sort de Joulama, un homme aux multiples casquettes, professeur, docteur, ingénieur financier et penseur libre. Il est toujours enfermé. Toujours. Et ce, sous le soupçon de trahison, rien que ça. Mais attendez, car ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur des éléments renversants, que j'ai pris soin de croiser, recouper, valider ligne après ligne. Le résultat? Stupéfiant, de quoi perdre le sommeil. Je vous le dis sans détour, pour percer le brouillard épais que nous impose la scène algérienne, il faut des phares, pas des bougies. Alors, j'allume tout, là, maintenant, pour qu'ensemble, vous et moi, on voit enfin où ce tunnel absurde pourrait bien nous mener. Joulama. Vous savez pourquoi il croupit encore entre quatre murs? Cela fait 7 jours. Oui, 7 jours qu'il est sous la coupe des forces de sécurité. 7 jours qu'il est coincé, interrogé, retenu, sans relâche, à la brigade de recherche de Bas-Bézoar. 1 semaine entière et toujours aucune issue. Mais pour quelle raison au juste? Qu'a-t-il fait cet homme? A-t-il volé? Comploté? Mis en danger l'État? Non. Son prétendu délit se résume à une intervention télévisée, un passage banal sur une chaîne privée algérienne. Et ce simple extrait a été relayé, avec enthousiasme, par Saïd Benzdira sur ses réseaux sociaux, Facebook, YouTube, où il a repris les arguments que Joulama avait avancés, critiques certes, mais parfaitement fondées, contre le fameux projet Erbilé. C'est tout. Voilà l'affaire. Une prise de parole publique. Une opinion exprimée, rien de plus. Je vous le redis avec fermeté, cet homme n'a enfreint aucune loi. Aucune. Et pourtant, le voilà détenu, injustement. Ce que Joulama a fait? Rien de plus que ce que tout intellectuel honnête devrait faire. Il a pris la parole, calmement, publiquement, pour décortiquer, avec rigueur scientifique et logique économique de base, les risques abyssaux, les failles béantes, les incertitudes économiques qui planent sur le projet Erbilé. Ni plus, ni moins. Une démonstration froide, construite, étayée par des chiffres, des principes et du bon sens. C'est tout. Et d'ailleurs, on reviendra ensemble tout à l'heure sur ces arguments. Vous verrez, ce n'est pas du militantisme, c'est de l'économie pure. Pourtant, aujourd'hui encore, il est privé de liberté. Pire, on envisage de le poursuivre pour trahison. Mais attention, pas n'importe laquelle. Intelligence avec une puissance étrangère. Rien que ça. Oui, vous avez bien entendu.
Djeloul Salama, cet expert reconnu, ce conseiller respecté, ce technicien de l'ingénierie financière, cet homme qui passe son temps à aider des entreprises algériennes au bord du gouffre, est soudain étiqueté comme un danger pour la nation. Lui, qui depuis des années sillonne les plateaux télé pour vulgariser l'économie, qui accompagne les PME à bout de souffle, qui bâtit des stratégies de relance pour éviter les faillites, serait un espion? Un traître? Jules Lama, c'est un économiste pur jus, pas un militant, pas un agitateur. Jamais il n'a touché à la politique de près ou de loin. Alors pourquoi ces accusations délirantes? Pour ses mots? Non. Pour ses critiques argumentées? Non plus. Pour ses analyses méthodiques et froides qui dérangent les dogmes autour du projet Orbilet? Toujours pas. Alors, qu'est-ce qui reste? Accrochez-vous parce que ce que je vais vous révéler dépasse l'entendement. Et j'attends, oui, j'attends, que quiconque au sommet de l'État vienne me contredire. Qu'ils osent, qu'ils viennent me dire que je mens. Je mets au défi la présidence, les services de sécurité, tout l'appareil d'État. Réfutez-moi si vous le pouvez. La vraie raison pour laquelle Jules Lama croupit en cellule depuis des jours n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, ni même avec ce qu'il a fait. Non. Le nœud du scandale, le cœur du problème, tenez-vous bien, ce sont ses racines marocaines. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui justifie son interrogatoire interminable, son arrestation à rallonge, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une trahison, c'est son arbre généalogique. Lorsqu'on l'a convoqué pour s'expliquer sur la diffusion de son émission et sur la façon dont Saïd Benzdira en avait fait écho, les services de sécurité l'ont passé au crible. Et qu'a-t-on ressorti du chapeau? Un rapport, rédigé par un colonel, bien algérien lui, indiquant noir sur blanc que Jules Lama aurait des origines marocaines. Voilà. Voilà ce qui alimente l'enquête préliminaire. Voilà ce qui alourdit son dossier. Un héritage familial. Une ascendance qui n'a jamais été un crime. Jusqu'à aujourd'hui, visiblement. Franchement, je ne comprends pas. Ou plutôt, si. Je comprends trop bien. Car au fond, Jules Lama n'est pas un cas isolé. En Algérie, des millions de citoyens, je dis bien des millions, partagent de près ou de loin un lien avec le Maroc. Et l'inverse est tout aussi vrai. Deux peuples imbriqués, liés par l'histoire, les mariages, les familles, les exils. Dans l'Ouest algérien, rares sont ceux qui n'ont pas un cousin, une tante, un grand-père ou un beau-frère d'origine marocaine. Ce sont des histoires communes, des arbres généalogiques entremêlés. Mais voilà, malgré cette évidence, un colonel, oui, un haut gradé des services de sécurité, a jugé bon d'écrire noir sur blanc, dans un rapport officiel, qu'il fallait approfondir l'enquête sur Jules Lama. Pourquoi? Parce que ses origines marocaines seraient suspectes. Voilà le raisonnement. Il aurait, selon ce fameux colonel, un lien génétique inquiétant. Et ce seul fait suffirait à nourrir des soupçons de collaboration avec une puissance étrangère. Mais vous vous rendez compte de la gravité de l'accusation? Intelligence avec une puissance étrangère. Ça ne rigole pas. En droit algérien, c'est quasiment synonyme d'espionnage, de trahison, de liens secrets visant à nuire à la sécurité nationale. On parle d'agir contre son propre pays au profit d'un autre. On parle de sabotage, de guerre de l'ombre. Et dans tout ça, Jules Lama est accusé d'avoir du sang marocain dans les veines et d'avoir critiqué le projet Orbilet à la télévision. Voilà l'ampleur du délire. Et je le dis sans trembler, cette information, je la confirme. Et je mets quiconque au défi de la réfuter. Je connais même le nom du colonel derrière tout ça. Oui, ce même officier qui a manipulé ses collègues, qui a agité l'épouvantail marocain pour justifier une garde à vue prolongée, à cause d'un arbre généalogique, à cause d'un ancêtre, à cause d'une origine réelle ou supposée. Alors je pose la question. Depuis quand être né d'un parent ou d'un grand-parent marocain est-il devenu un délit en Algérie? Depuis quand l'origine devient-elle un crime d'État? Si on commence à enfermer les gens sur la base de leur ascendance, alors on n'est plus dans un état de droit. On nage en plein délire. Non mais, on marche sur la tête.
Ce qu'on est en train de vivre, là, c'est de la folie pure. Dans le Code pénal algérien, et c'est écrit noir sur blanc à l'article 61, toute personne, civile ou militaire, qui entre en contact avec une puissance étrangère pour l'aider à porter atteinte à l'Algérie, eh bien, cette personne est passible de la peine capitale. Ouais, vous avez bien compris. Trahison égale mort. C'est l'un des crimes les plus lourds dans notre droit. Et de quoi parle-t-on ici? D'espionnage, d'entente secrète, d'un citoyen algérien qui s'associerait avec un pays étranger pour affaiblir la nation, semer le chaos ou même faciliter l'invasion d'armées ennemies sur notre sol. Ce sont des mots forts, lourds de sens, gravés dans le marbre de la loi. Alors, je pose la question à voix haute. Est-ce qu'avoir un grand-père marocain suffit désormais à être considéré comme un traître? Est-ce qu'une origine familiale, supposée ou réelle, donne le droit à l'État de pointer quelqu'un du doigt, de l'accuser de complot, de préparer une guerre souterraine? On est en train de transformer la génétique en jurisprudence. Où sont les preuves? Où sont les faits? Il n'y en a pas. Je vous le dis, il n'y a strictement rien. Rien qui tienne devant un juge, juste une origine ethnique devenue preuve à charge. Et ça, c'est monstrueux. Aujourd'hui, SL est sous enquête, officiellement arrêté, mais toujours pas présenté devant un juge. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a rien. Aucune preuve. Pas la moindre trace tangible. S'ils avaient trouvé ne serait-ce qu'un début d'élément à charge, vous pensez bien qu'il aurait déjà été traduit devant la justice, envoyé sous mandat de dépôt et enfermé depuis belle lurette. Mais voilà, ils n'ont rien. Rien du tout. Et c'est précisément pour ça qu'ils tournent en rond, qu'ils bricolent, qu'ils piétinent. Ils cherchent désespérément un motif pour le garder enfermé, mais le dossier est vide. Joulama, c'est un économiste. Un vrai. Un intellectuel de haut niveau. Un homme de chiffres, de méthode, de rigueur. Ses prises de parole? Des analyses claires, basées sur des faits, des données, des modèles économiques. Pas des slogans, pas des pamphlets politiques. Il parle chiffres, croissance, réforme. Il propose des pistes, critique des choix, sans jamais s'aventurer sur le terrain idéologique. Et pourtant, on le soupçonne d'être un agent marocain. Sérieusement. Juste à cause de ses origines familiales. Mais est-ce qu'on se rend compte de la farce que ça devient? Est-ce qu'on mesure l'absurde? On déraille totalement. Je rappelle que l'article 63 du Code pénal algérien évoque la peine de mort pour toute personne qui transmettrait à une puissance étrangère des informations, des documents ou des procédés jugés sensibles pour la sécurité ou l'économie nationale. Et là, on applique cet article à un économiste qui parle à la télé. C'est surréaliste. Alors posons la question franchement. Joulama a-t-il révélé un secret d'État en direct? A-t-il brandi un document classé confidentiel sur un plateau télé? A-t-il chuchoté quoi que ce soit à une caméra marocaine? Non. 3 fois non. Il a pris la parole sur une chaîne privée algérienne, chez lui, dans son propre pays. Et ses propos, ensuite, ont été relayés par un activiste algérien, Saïd Bra, qui, ironie du sort, est l'un des critiques les plus féroces du Maroc dans le paysage médiatique algérien. Oui, vous avez bien entendu, l'un des plus virulents opposants au régime marocain a repris les analyses de Joulama. Et c'est ça qu'on voudrait transformer en preuve de collusion? Mais on nage en plein délire. Quel lien? Quelle complicité? Quel réseau secret? Joulama aurait pactisé avec les services de renseignement marocains pour saboter un projet industriel algérien. Soyons sérieux 2 secondes. Il ne bosse ni pour l'État, ni pour l'armée, ni pour aucun organe de sécurité. Il n'a rien à transmettre, rien à livrer. Pas un seul fichier, pas un seul plan confidentiel, pas une ligne de code. C'est un expert libre qui parle à visage découvert, en plein jour, sur les plateaux télé, pour décortiquer l'actualité économique du pays. Point. Alors non, il ne peut pas, il ne pourra jamais être l'homme de main de quelque puissance étrangère que ce soit. Ni du Maroc, ni d'Israël, ni des États-Unis, ni de la Lune. Ça ne tient pas debout. Alors c'est donc ça leur grande trouvaille. Il aurait des ancêtres marocains. Et comme par magie, un colonel, bien zélé, bien inspiré, s'en empare pour en faire un axe central de l'enquête. Oui, vous avez bien compris.
Dans un rapport officiel, ses origines deviennent une preuve à l'appui de soupçons de collusion avec une puissance étrangère. On atteint des sommets. C'est grave. Et c'est surtout profondément honteux. Mais attendez, faut-il vraiment qu'on rafraîchisse la mémoire du régime? Devons-nous rappeler à nos dirigeants, à leurs services de renseignement aussi zélés qu'ignorants, que l'Algérie indépendante a été dirigée, et pas qu'une fois, par des hommes d'origine marocaine? Oui, vous avez bien entendu. Le tout premier président de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Ben Bella lui-même, avait des racines marocaines. Né à Magnia, à quelques kilomètres à peine de la frontière, ses parents étaient originaires de Marrakech. Et ça ne l'a pas empêché d'incarner l'indépendance algérienne. Alors dites-moi, allons-nous maintenant rouvrir les archives pour accuser Ben Bella de trahison, de collaboration avec l'ennemi? Allons-nous le rayer de l'histoire pour 100 Marocains suspects? Soyons sérieux. Ce pays a été construit avec des hommes de toutes origines, et ceux qui en doutent sont soit malhonnêtes, soit amnésiques, ou les deux. Vous voulez du surréaliste? En voici. À la fin de l'année 2025, un journaliste, un ancien chroniqueur du quotidien El Kabar, a été envoyé derrière les barreaux. Motif? Il a osé critiquer Ahmed Ben Bella. Oui, le même Ben Bella qu'on érige comme figure sacrée de la Révolution, comme icône intouchable de l'indépendance algérienne. Parce qu'il a remis en question certains aspects de son passé, il a été condamné. 3 ans de prison avec sursis. Pour diffamation. Rien que ça. Et pourquoi cette sentence? Parce que, lors d'un entretien diffusé sur la web TV Vision TV, il a évoqué une affaire sensible. Celle du fameux trésor du FLN. Il n'a pas insulté, il n'a pas blasphémé, il a questionné. Et ça a suffi. Je vous avoue que quand je raconte ça, j'essaie de rester calme. J'essaie. Mais c'est difficile. Parce que ça en dit long sur le climat. Sur ce que l'on peut, ou plutôt ce qu'on ne peut plus, dire dans ce pays. Et quand vous voyez qu'un journaliste se retrouve emprisonné pour avoir parlé d'un président qui était lui-même d'origine marocaine, vous comprenez à quel point le système s'en mêle dans ses propres contradictions. Décembre 2025. Un journaliste finit en prison pour avoir émis des doutes sur le passé d'Ahmed Ben Bella, parce qu'il aurait insinué que sa loyauté envers la nation n'était pas si claire que ça. Janvier 2026. Un économiste, reconnu pour son expertise et son intégrité irréprochable, se retrouve en garde à vue. Le point commun entre les deux? Leur cible, ou plutôt leurs origines, marocaines. Voilà, c'est dit. Bienvenue en Absurdistan. Et puisqu'on parle de mémoire sélective, faut-il rappeler qu'Abdelaziz Bouteflika, oui, celui qui a régné plus longtemps que tous ses prédécesseurs, était lui aussi né au Maroc, à Oujda précisément, où il a même passé une partie de son enfance. Et on continue. Abdelkader Ben Salah, président par intérim en 2019, ses parents étaient également d'origine marocaine. Il est né à proximité de la frontière, dans une zone où les racines sont aussi mêlées que les familles. En vérité, tout l'ouest de l'Algérie partage des liens étroits avec le Maroc, à travers des générations entières. Cousins, grands-parents, mariages mixtes, histoires communes. Et l'inverse est tout aussi vrai. De Nador à Tanger, en passant par Berkane et Tétouan, des millions de Marocains portent en eux une part d'Algérie. Ce brassage n'est pas une anomalie. C'est le fruit d'une histoire partagée, parfois mouvementée, mais profondément liée. Alors, si aujourd'hui l'origine devient une faute, une tare, une base pour des arrestations, que fait-on de toute cette mémoire partagée? On efface? On nie? Ou on juge les gens non pas sur leurs actes, mais sur leur arbre généalogique? Un seul peuple, une seule histoire, 2 pays liés par le sang, la culture et la géographie. L'Algérie et le Maroc partagent bien plus que des frontières. Ils partagent des racines. Et pourtant, en 2026, voilà qu'on veut enfermer un économiste, un ingénieur, un spécialiste reconnu en ingénierie financière. Pourquoi? Parce qu'un colonel zélé a découvert, attention, scoop, qu'il aurait des origines marocaines. Et sur cette seule base, on veut l'accuser de trahison, de collusion avec une puissance étrangère. C'est grotesque. C'est indécent.
Et c'est surtout un scandale d'État. Faut-il rappeler que ce pays, l'Algérie, a été dirigé, et plus d'une fois, par des hommes aux racines marocaines. 2 présidents au moins, sans parler d'un chef d'État par intérim dont les parents et grands-parents étaient aussi issus du Maroc. Et maintenant, on voudrait faire passer un intellectuel pour un agent étranger. C'est de la folie institutionnelle. Moi, je le dis haut et fort. Si Joulama n'est pas libéré d'ici le début de la semaine prochaine, cette affaire restera à jamais une tache sombre dans les annales de l'Algérie contemporaine. Mais ce sera aussi une tache indélébile sur le nom de Tebboune. Une souillure qui collera à sa mémoire jusqu'au dernier souffle. Parce que oui, lui aussi, spoiler alert, est mortel. Un jour, il partira. Et cette honte, elle, ne s'en ira pas. Nous vivons une époque où même l'innocence ne suffit plus à garantir la liberté. Aujourd'hui, on peut être un citoyen irréprochable, un économiste respecté, et se retrouver accusé de pactiser avec une puissance étrangère, pour la simple et unique raison que son arbre généalogique remonterait, peut-être, au Maroc. Non mais sérieusement, on est censé appeler ça de la justice? Et encore, soyons honnêtes, on ne sait même pas si cette histoire d'origine est vraie. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sort tout droit de la tête d'un colonel, sorti lui-même d'un système où l'incompétence est devenue la norme. Le vrai problème, c'est là. En Algérie, les institutions qui devraient garantir la justice et la sécurité se sont vidées de leur substance. On ne parle plus d'élite, on parle de piston. Le mérite, oublié. L'expertise, inutile. Ce qui compte, c'est qui tu connais, qui t'a poussé, dans quelle région tu es né ou à quel clan tu appartiens. Ce nivellement par le bas, c'est devenu une doctrine. La médiocrité chez nous, elle a pris pouvoir. Dans les tribunaux comme dans les casernes, les postes de responsabilité sont trop souvent occupés par des individus promus non pas pour leur savoir, mais pour leur connexion. Voilà pourquoi un colonel peut aujourd'hui balancer des accusations aussi grotesques que lien avec une puissance étrangère, sur la base d'un nom de famille. À ce colonel, celui-là même qui a osé noircir un rapport avec les origines d'un intellectuel, d'un économiste, d'un patriote, j'ai une question. Une seule. Pas besoin de grands discours. Juste une interrogation simple, presque naïve. Le soir, quand tu te tiens devant ton miroir, tu vois qui? Tu vois quoi? Un serviteur de la nation? Ou le visage de la honte? Tu t'endors tranquille, toi, après avoir signé ce papier infâme. Ce torchon qui justifie la détention d'un homme, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Pour ses racines, pour son sang. Pour une origine géographique que lui-même n'a pas choisie. Dis-moi franchement, est-ce que ta conscience ne te démange pas un peu entre deux silences? Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix, au fond, qui te dit que tu as franchi une ligne? Parce que ce que tu viens de faire, colonel, ce n'est pas un acte d'enquêteur, c'est une dérive de procureur identitaire. Tu n'as pas traqué un crime, tu as ciblé une origine. Alors quoi maintenant? Tous les Algériens ayant un ancêtre marocain doivent-ils se déclarer suspects? Doit-on recenser les généalogies avant d'accorder un droit à la parole? Tu ouvres une boîte de Pandore que même l'histoire jugera avec sévérité. Alors, dites-moi, on fait quoi maintenant? On raye un quart de la population algérienne sous prétexte qu'ils auraient un oncle ou un grand-père né de l'autre côté de la frontière? On efface 10 millions de citoyens de la carte parce que dans leur arbre généalogique, il y a une feuille qui pousse du côté marocain? On gratte leur ADN pour y enlever toute trace de marocanité? C'est ça être un bon Algérien aujourd'hui. Être pur à 100%? Nationalement stérilisé? Non mais sérieusement, on marche sur la tête. Et Joulama, lui, qu'a-t-il fait? Quel est son crime exactement? Parce qu'à ce rythme, même une opinion devient une arme. Il n'a ni volé, ni saboté, ni conspiré. Il a juste pris un micro sur un plateau télé en janvier 2026 et il a parlé. Oui, il a parlé. Il a dit que le minerai de Arbilais, chimiquement parlant, était une sacrée galère. Hyper complexe, ultra gourmand en eau, en énergie, en infrastructure. Il a osé dire que ce projet coûterait une fortune avant d'en rapporter une. Que la rentabilité, on pouvait l'espérer. Peut-être.
à l'horizon 2040 ou 2050 en croisant les doigts. Et surtout, crime de lèse-majesté, il a osé affirmer qu'exporter du brut tel quel, c'était une erreur stratégique monumentale. Qu'il fallait transformer ici, chez nous, en Algérie, créer de la valeur, faire tourner les aciéries, penser développement local. Voilà le danger public. Voilà le traître. Un homme qui a fait usage de son cerveau. Il n'a jamais appelé à retourner sa veste. Il n'a jamais hurlé à la sécession. Il n'a pas exigé qu'on plie bagages à Arbilé, ni même qu'on l'abandonne au Maroc sur un plateau d'argent. Il n'a pas chanté les louanges de Rabat, ni craché sur Alger. Il n'a pas insulté Tebboune, ni traîné dans la boue les institutions. Il n'a injurié personne, il n'a sali personne. Djoulama, c'est un économiste. Juste ça. Un économiste. Son arme, c'est l'analyse. Sa méthode, c'est la rigueur. Il a observé un projet, Herbilet, et il en a fait une lecture rationnelle, technique, sans passion inutile. Il a simplement pointé les failles. Coûts astronomiques, rentabilité quasi inexistante et surtout une pauvreté criante en valeur ajoutée pour l'économie locale. Et ce n'est pas la première fois qu'il tape dans le mille. Sur chaque dossier qu'il a décortiqué, Djoulama s'est toujours positionné avec mesure. Bon sens, cohérence, logique. Que ce soit sur les déficits publics qu'il jugeait incontrôlés, sur la planche à billets qu'il dénonçait comme une fuite en avant, ou encore sur les aides étatiques distribuées à l'appel sans réforme réelle derrière. Il a toujours prôné la réforme avant le saupoudrage. Cet homme a plaidé pour une refonte du système fiscal. Il a réclamé une utilisation plus intelligente de l'argent public. Il a dénoncé l'ampleur de l'économie informelle, la dépendance toxique aux hydrocarbures, l'échec de la diversification et le manque d'attrait pour l'investissement privé. Il appelait à un État stratège, capable de bâtir de vrais partenariats industriels, de moderniser la production, de monter en gamme au lieu de survivre au jour le jour. Oui, ces idées étaient peut-être trop libérales pour un système accroché à de vieux réflexes étatiques. Peut-être qu'il ne chantait pas exactement la partition idéologique officielle. Il ne rêvait pas de planification rigide, mais d'efficacité, d'innovation, de mécanismes financiers modernes. Il parlait de gestion du risque, de transparence dans les méga-projets, de responsabilité budgétaire. En clair, il proposait des solutions. Et c'est ce profil-là qu'on désigne aujourd'hui comme traître. Vous vous rendez compte du vertige? Pourquoi? Parce qu'un colonel, visiblement persuadé d'avoir fait la découverte du siècle, s'est exclamé « Ah, il a des racines marocaines et il critique Ray. Intéressant. » Et voilà comment, par un raccourci grotesque, on suggère qu'il travaillerait pour le Magzen. Donc, si on suit cette logique délirante, toute personne qui ose remettre en question le projet Ray et qui a, de près ou de loin, une ascendance marocaine, devrait être arrêtée, interrogée, fichée pour soupçon de collusion étrangère? C'est ça la méthode? Je le dis clairement, l'affaire Djoulama restera une marque indélébile dans l'histoire du régime Tebboune. Une tache sombre qui ne disparaîtra pas. Et tôt ou tard, ceux qui ont fabriqué ce scandale politico-judiciaire devront répondre de leurs actes. Parce que l'injustice ne règne jamais pour toujours. Un jour, elle se paie. Toujours.